commencé la soutenance de l'invitation à diriger des recherches UNECA Sophonia. Alors d'abord par un exposé, à peu près 45 minutes. Puis ensuite, on passera la parole aux différents rapporteurs, puis aux membres du jury qui ne sont pas rapporteurs. Et puis je conclurai cette session. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Kossalia. Bonjour à toutes et à tous. Merci donc, chers membres du jury, euh, pour le temps que vous accordez à l'évaluation de cette soutenance. Merci à toutes et tous dans la salle et en ligne pour votre intérêt porté à ce sujet, analyse quantitative partant de crise sanitaire. Je tâcherai de ne pas décevoir vos attentes. L'épidémiologie a quelque chose de terrible quelque part. C'est d'agréger les vies dans des quantités qu'elle traite de manière formelle, avec une distanciation maximale euh, nécessaire quelque part des, des histoires sous-jacentes. Et donc, avant de me prêter à cet exercice prétentieux de l'habilitation, euh, qui étudie de loin, particulièrement pour ce sujet, ces trajectoires individuelles, je me permets d'avoir une pensée pour euh, les, euh, toutes les personnes qui ont été impactées et qui ont souffert de cette pandémie déclarée il y a exactement 4 ans, jour pour jour. J'ai aussi une pensée pour notre collègue modélisatrice Elisabeth Avergo, disparue au printemps dernier et qui manque à celles et ceux qui l'ont connue. Alors, sans beaucoup d'originalité, mon exposé sera divisé en 3 parties. Une première sur le positionnement professionnel de cette soutenance. Pourquoi, à quel moment, dans quel contexte. Une partie plus développée sur les études que j'ai menées ces 4 dernières années sur la pandémie de Covid-19, essentiellement en France. Et une troisième partie de perspective qui méritera quelques éclaircissements sémantiques. Donc, je commence. J'ai eu énormément de chance euh, d'étudier, de travailler dans des environnements très favorables auprès de professeurs exceptionnels, d'encadrants excellents. Donc j'ai été essentiellement formé à la biologie, marginalement aux mathématiques. Et depuis une dizaine d'années, depuis un passage à l'Institut Pasteur, je m'intéresse aux aspects populationnels et quantitatifs des maladies infectieuses. Euh, mais pas que, avec des excursions en stratégie anti-infectieuse. Et j'ai eu la chance, juste après une thèse en évolution de la virulence et infections multiples, c'était une thèse de sciences en 2017. J'ai été recruté peu de temps après comme maître de conférence à l'Université de Montpellier. Je fais 2 UMR et depuis, donc actuellement, je suis dans l'UMR PCCUI, dirigé par Nicolas Nago, unité INSERM, EFS, Université de Montpellier. Je suis aussi depuis quelques mois chercheur associé au CHU de Nîmes. À l'Université de Montpellier, je suis responsable d'unité d'enseignement de master, d'épidémiologie quantitative, d'analyse spatiale, de processus populationnels stochastiques hétérogènes. Régulièrement, je suis invité ailleurs, à l'ENS, au Sénégal, au Chili. J'ai des responsabilités collectives. J'ai intégré le groupe d'experts sur le sujet R et Covid de l'ANSES. Depuis 2 ans, je suis maintenant éditeur associé pour Anesthesia Critical Care and Pain Medicine. Et je suis dans le bureau de l'action coordonnée modélisation, présidé par Vittoria Colizza et Simon Cochmez. Localement, je suis dans le comité de direction de la Fédération hospitalo-universitaire de maladies infectieuses du CHU de Montpellier et du CHU de Nîmes. Et j'ai une charge que je vais expliciter un tout petit peu après. J'ai rajouté les rémunérations additionnelles de ces 4 dernières années par souci de transparence. Alors, l'Institut Exposome occupe beaucoup de mon temps récemment, ce qui explique aussi une baisse de productivité scientifique. C'est un institut qui résulte d'un financement donné par un PIA4 et le soutien de la région Occitanie à l'Université de Montpellier, 46 millions d'euros sur 8 ans pour
promouvoir l'étude, la formation et les interfaces sciences-société des déterminants environnementaux de la santé humaine. Cet institut est donc, qu'est-ce que l'exposome, hein? L'exposome, c'est l'ensemble des expositions au cours de la vie, à la fois biologiques, physico-chimiques, socio-économiques. Et cet institut dirigé par Éric Delaporte, et pour l'axe interface Aurélie Binot, pour l'axe formation Charlotte Boulet. Et moi, je m'occupe de la recherche, un budget environ de 21 millions d'euros pour soutenir et promouvoir cette recherche sur l'exposome, ce qui correspond à un peu plus de 25 UMR activement impliqués en surveillance environnementale, écologie des pathogènes hauts vecteurs, les mécanismes biologiques, l'impact sur la santé humaine, mais aussi des ponts de sciences de données et de stratégies de contrôle. Essentiellement, mon rôle consiste à animer des appels à projets de recherche avec des thématiques annuelles renouvelées, l'exposome émergent l'an dernier, l'exposome et grands défis sociétaux cette année, avec des incitations au sud, par exemple, et des programmes d'accueil de chercheurs seniors et des appels et des investissements dans l'équipement. Bon, ça prend beaucoup de temps, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la recherche. Donc, quelques indicateurs sur lesquels je ne vais pas m'appesantir. Avant la pandémie, je m'intéressais aux infections multiples. Donc, ça, c'était le sujet de ma thèse. À gauche, par exemple, ici, dans un modèle, un nombre quelconque de pathogènes, déterminer le nombre de reproductions de base, le nombre moyen d'infectés secondaires par personne contagieuse, en essayant de faire le lien avec la dynamique intra-haute. Et puis, parallèlement, je me suis intéressé à l'impact des mesures de santé publique vis-à-vis de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, Guinée et Libéria 2013-2016, et comment les interventions de l'OMS sur l'hygiène des enterrements allaient affecter la virulence de ce virus. Et au moment de la pandémie, eh bien, je m'intéressais à l'antibiorésistance avec mon collègue Ramsey Djidju-Demas. Et puis, eh bien, est arrivé le SARS-CoV-2 et depuis, essentiellement, mon activité de recherche s'articule sur ces quatre axes, l'épidémiologie, la santé publique, la virologie et un peu de méta-recherche. Hein, je ne vais pas dire épistémologie parce que je n'ai pas cette formation-là, mais je vais essayer de recaler comme ça. J'ai l'impression qu'on ne voit pas les... Bon, tant pis. Vendons. Alors, évidemment, pour avoir l'habilitation, il faut avoir encadré, ce qui fait sens, hein, puisqu'on demande pour être encadrant d'avoir encadré. Effectivement, deux thèses ont été soutenues déjà, celle de Thomas Beneteau, encadré par Samuel Lison et Yanis Mikalakis. Au début, c'était sur la dynamique intra-haute des papillomavirus humains. Il a ainsi montré, Thomas a montré que la stochasticité, qu'elle soit intra- ou intercellulaire, pouvait expliquer la dynamique des infections à papillomavirus, c'est-à-dire essentiellement non persistantes, sans avoir à invoquer l'immunité. Il a montré que la durée des infections HPV était prolongée pour les types à haut risque comme 16, 18, 31, 33, aussi par les difficultés financières. Mais avec la pandémie, c'est aussi intéressé à l'élimination du SARS-CoV-2 par des moyens donc, de confinement forts et en prenant en compte la stochasticité, le super spreading, et montrer qu'il aurait fallu plus de 7 mois de confinement pour l'éliminer. Une autre thèse soutenue en décembre dernier, celle de Bastien-René, qui portait sur le SARS-CoV-2, essentiellement sur des aspects méthodologiques de modélisation, mais aussi plus pratiques. Il a ainsi mené une des premières études sur les moyens de lutte contre le SARS-CoV-2 dans les EHPAD. Il a montré que le taux d'attaque était positivement corrélé au délai de généralisation du port du masque et négativement à la sectorisation Covid. Deux autres thèses sont en cours. Celle de Morgana Dotavi sur l'évaluation d'une combinaison d'interventions communautaires dans le cadre de la lutte contre la tuberculose chez les usagers de drogues injectables au Vietnam, co-encadré par Nicolas Nago et Jack Stone à Bristol, et Olivier Supplisson, des méthodes de statistiques spatio-temporelles pour la séroépidémiologie des herpès virus en France, co-encadré par Samuel Alison, Sonia Burel, David Boutolo, ici responsable du CNR herpès virus à la Pitié. J'ai aussi accompagné des ingénieurs d'études, de recherche et des postdoctorants particuliers pour le développement, la maintenance et l'évaluation d'un logiciel que je vous présenterai, Covidici. Et c'est essentiellement
les moyens supplémentaires que nous avons eus pour les travaux que je vous présente au cours de ces 4 dernières années, en tout 42 mois de CDD, pas beaucoup plus. Bien, j'en viens au cœur de cette présentation, les travaux réalisés au cours de ces 4 dernières années sur le Covid. Mais avant d'arriver aux raisons, au développement méthodologique, j'aimerais vous parler des raisons qui nous poussent à modéliser. C'est une approche qui est depuis bien longtemps adoptée par les physiciens et qui n'est pas, ce n'est pas encore le cas, on peut dire, globalement, dans la biologie et la santé. Aristote n'avait pas accès expérimentalement au vide. En s'intéressant à la chute des corps, il ne savait pas qu'il y avait en plus effectivement des forces de frottement qui sont modulées par la géométrie des masses. Et donc, il pouvait dire que les masses plus lourdes tombent plus vite. Galilée non plus n'avait pas accès au vide expérimental, mais il a utilisé ce qu'on appelle une expérience de pensée, une modélisation qualitative, verbale si vous voulez, euh, en raisonnant par l'absurde. Si ce que Aristote dit est vrai, alors le système couplé de la grande et de la petite masse devrait tomber plus vite car elle est plus lourde. Mais en même temps, dans le système couplé, la petite masse retient la plus lourde et donc devrait tomber un peu plus lentement que la grande masse seule. Contradiction, donc rejet de l'hypothèse de départ dans le vide, puisque c'est ça qui était posé, sans avoir accès au vide les deux masses tombent avec la même vitesse. Donc, si vous voulez, les physiciens savent depuis longtemps que l'empirisme peut échouer. L'observation peut être insuffisante et masquer le phénomène d'intérêt. Le réel n'est pas suffisamment transparent. Et donc, c'est la base. Le modèle vient de la science physique, c'est-à-dire une représentation simplifiée d'un phénomène réel qui est réduit aux propriétés et processus que l'observateur considère comme essentiels pour son étude. On dote ce modèle d'hypothèse de travail, éventuellement d'un formalisme propre qui peut être plus ou moins élaboré. Il fournit un cadre de raisonnement adapté aux phénomènes peu accessibles à l'expérience et lorsqu'il y a un grand nombre de degrés de liberté, d'aucuns pourraient dire complexe. Il permet de formuler, de contredire des conjectures, de quantifier, d'intégrer des données hétérogènes. Alors, en santé publique, la modélisation, on est à recours parce qu'il y a des impossibilités éthiques, spatiales, temporelles, matérielles évidentes. Aussi parce que dans le cas d'une maladie transmissible, les dynamiques sont non linéaires et ou stochastiques et ces patrons échappent à l'intuition. Et puis parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément triviales, en tout cas à faire de tête. Par exemple, quelle est la probabilité que je sois infecté quand le test est positif? Cette valeur prédictive positive, elle peut montrer par le calcul, mais encore faut-il avoir l'idée de la loi de Bayes, la loi des probabilités totales, et bien qu'il ne suffit pas d'avoir les caractéristiques du fabricant en termes de sensibilité, de spécificité pour savoir quelle est la probabilité qu'on soit vraiment infecté si le test est positif. Et donc, cette valeur prédictive positive, elle peut s'effondrer si la prévalence est faible et ou si la spécificité n'est pas parfaite. Aussi parce que donner une estimation centrale n'est pas suffisant. Il faut aussi quantifier l'incertitude, il faut inférer, faire des tests d'hypothèse, voire prospecter, éventuellement établir des contrefactuels en santé publique pour évaluer certaines mesures. Alors, je parle sous contrôle des Victoria, mais le cas des écoles est particulièrement éloquent en termes de besoin de modélisation imbriquée. Pourquoi? Parce que quand on parle du rôle des écoles dans la propagation d'un virus respiratoire, on peut se demander est-ce que c'est l'environnement scolaire, est-ce que ce sont les enfants, mais sont-ils moins contagieux, moins susceptibles? S'ils sont autant susceptibles, est-ce que parce qu'en fait ils sont plus exposés du fait de leur contact? Évidemment, toutes ces questions sont intriquées et intriquées aussi avec la biophysique des aérosols. Je donne un exemple que je montre aux étudiants, assez facile à faire. On se place au 10 mars 2022. C'est les premières vacances à rentrer échelonnées parce que les précédentes étaient modulées, en fait, dégradées par les confinements et les couvre-feux. Les vacances précédentes ne sont pas soumises au zonage. Et eh bien, on calcule le nombre de reproductions temporelles à ce moment-là, le nombre de cas secondaires par cas primaire, et on remarque une hétérogénéité spatiale par département. Alors, où est la zone B, celle qui est rentrée avant les autres de vacances? Bien, la voici.
Et donc, on voit l'intervalle interquartile qui se détache bien ici, avec un certain parallélisme avec le calendrier scolaire lui-même. Bien, alors c'est pas fini parce que déjà il faut calculer le nombre de reproductions temporelles par département, mais ensuite on pourrait se dire bah, peut-être que il y a une épidémie qui a commencé par le nord, l'ouest ou l'est. Bon, et donc il faut aussi corriger pour l'autocorrélation spatiale. Et donc ça fait un emboîtement de modélisation statistique qu'il faut prendre en compte, et juste le raisonnement, l'intuition ne permettrait pas de le faire. Je rajoute quelque chose, je n'ai pas le temps d'en parler, mais à ce moment-là, il y avait aussi un nouveau sous-variant d'Omicron, BA2, et il faut aussi corriger pour le fait qu'il était plus contagieux. Donc, la modélisation, c'est un pas de côté qui est souvent nécessaire, parce que de l'intuition à la connaissance, ben, le chemin n'existe pas forcément, on l'a vu. Mais le modèle ne saurait être une fin, il doit systématiquement rester un moyen, et donc être toujours transitoire, mais pas le sanctifier non plus. Pour cela, donc, une fois qu'on a extrait le signal, il faut le confronter de façon diachronique ou synchronique avec des données de terrain, avec d'autres expertises, des approches complémentaires. Et donc obtenir cette connaissance, cette utilité, mais pour qu'il y ait utilité, il faut encore qu'il y ait réceptivité des publics, des non-spécialistes. Alors, que disait-on de la modélisation du côté des calanques en 2016 ? Pas des choses très, très positives. Hein, donc c'est-à-dire que la modélisation mathématique, c'est une forme d'astrologie, une prophétie moderne qui est invérifiable. Les données scientifiques sont contradictoires et cachées. Et si jamais ça ne marche pas, on crée de nouveaux modèles. Alors, je vais pas, il ne faut pas balayer les questions qu'appelle en fait cette affirmation dans Le Point en 2016 déjà, outre le côté clivant et peu rigoureux de l'affirmation, mais finalement, pourquoi on en arrive à ce type de propos? Est-ce qu'il n'y a vraiment pas de place pour la modélisation en santé? Est-ce qu'il n'y a un côté inefficient ou contraire à l'épistémologie, à la vérifiabilité? Est-ce qu'un problème de communication de la part de notre communauté? Euh, et on peut aussi se poser la question, comment les médias et les non-spécialistes s'emparent de ce type de propos sans contradiction? euh, Quel impact cela peut avoir? Est-ce que cela est plus spécifique à la France qu'ailleurs? Donc, ce sont des questions que je vais essayer euh, qui sont un fil rouge un peu de cette présentation, mais qui sont largement ouvertes pour la discussion. Et à droite, eh bien, l'image de Cassandre qui est souvent envoyée à la figure des travaux de modélisation. Cassandre, je trouve, c'est une très mauvaise image pour la modélisation, à deux titres. D'abord parce que c'est un des premiers mythes profondément misogyne, dans la mesure où c'est en éconduisant en éconduisant Apollon, en refusant ses avances, euh, que Cassandre est punie de pouvoir dire systématiquement la vérité sans être cru. Et en même temps, je trouve que ça s'applique assez mal lorsqu'on veut disqualifier la modélisation, puisque effectivement, Cassandre disait toujours la vérité. Alors, le principe fonctionnel de l'épidémiologie prospective en particulier, c'est ce qui m'a intéressé le plus. Et le suivant, on a un corpus biologique et médical et un corpus méthodologique. Les deux, en synergie, construisent une modélisation selon des hypothèses structurales. Évidemment, il y a des entrées, les paramètres clés qui calibrent, la dynamique observée qui ajuste, et des hypothèses circonstancielles qui permettent de la projection. Dans cette matrice qu'est le modèle, eh bien, il y a un cheminement de déduction mathématique, informatique, computationnel, statistique, et à la fin, une production d'une dynamique future potentielle. Un gap avec la réalité permet un réajustement, et en aval, une communication qui permet l'aide à la décision, en particulier en termes d'anticipation. Il y a trois grandes familles de modèles. Les modèles heuristiques qui peuvent se baser uniquement sur les paramètres clés, y compris ces qualitatifs et implicites, la microbiologie, la taxonomie, la clinique, la contagiosité, la sévérité. Donc là, cette approche heuristique, c'est une approche qui est d'une grande fragilité, c'est-à-dire qu'on peut se dire, on peut avoir comme ça, en anglais, on pourrait dire des hot takes, des intuitions vis-à-vis, par exemple, de l'évolution ou du fléau que représentent les trottinettes. Utiliser une mauvaise formule pour estimer la fraction de personnes qui seraient infectées en absence de mesure, pourtant publiée dans le Lancet. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, les chefs d'État s'en emparent. Et là, c'est très difficile de revenir en arrière. Ou d'autres idées intuitives par rapport au confinement.
un peu mieux, les approches phénoménologiques, elles sont patron-centrées, elles permettent d'extrapoler des patrons lorsque la dynamique est bien ajustée, en utilisant par exemple le temps de doublement. Alors, un exemple éloquent, la situation au 10 mars 2020. Donc, il y a exactement 4 ans, l'Italie est confinée la veille. La pandémie n'est pas encore déclarée. Il y a 33 décès en France en tout, 631 en Italie. Il y a déjà des premières estimations de contagiosité et de sévérité. Quelle attitude avoir par rapport à ces deux courbes? En France, cette attitude, c'était d'être incité à aller au théâtre cette semaine-là ou de désinfecter les billets de banque plutôt que de passer ce graphique en ordonnée logarithmique. Parce qu'en faisant ça, on remarque que l'ajustement sur les données de Santé publique France jusqu'au 10 mars était relativement linéaire, log linéaire. Et on savait déjà, à l'époque, en février, qu'il fallait au moins 18 jours entre la contamination et le décès. C'est-à-dire que les 18 prochains jours étaient déjà déterminés d'un point de vue épidémiologique. Et donc, en extrapolant très brutalement, on avait quand même une prévision qui n'était pas si mauvaise. Et en prenant la borne inférieure de cette estimation, on était pris en défaut que à partir du 7 avril, bien après le début du confinement. Alors évidemment, ça ne marche pas au bout d'un moment parce que cette extrapolation phénoménologique ne convient pas, qu'il n'y a aucune idée de changement, il n'y a pas de prise en compte de l'effet de confinement ni d'immunité, ni des changements de comportement. Donc il faut aller plus loin que ceci. Non. Les deux courbes, Italie et France, étaient seulement décalées. Et le rectangle jaune, c'est ce qui était présenté tout à l'heure. Et donc, pour pouvoir considérer des processus qui sont un peu plus réalistes, il faut aborder le problème de façon mécanistique. Donc, modéliser les processus avec explicitement des interactions des entités au niveau d'organisation inférieure. Et donc, modéliser explicitement la transmission et éventuellement formuler des hypothèses circonstancielles qui définissent des scénarios par rapport à l'efficacité des mesures, du comportement, à l'évolution virale. C'est en fait cette démarche qui a été adoptée dès la fondation de l'épidémiologie mathématique, que l'on fait remonter au moins en Occident à Daniel Bernoulli, 1760. Sur la variolisation à Bâle, il montre que peut augmenter de 14 ans l'âge médian avec une variole éliminée. Et il dit, dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, je souhaite seulement que dans une question qui regarde de si près le bien de l'humanité, on ne décide rien qu'avec toute la connaissance qu'un peu d'analyse et de calcul peut fournir. Évidemment, les développements, particulier modèle SIR de Kermack et McHenrick, tarderont, mais la différence fondamentale, c'est bien ce terme-là, bêta-i, la force d'infection qui dépend de I, donc la non-linéarité qui permet d'avoir ce type de courbe, ici un ajustement aux données de peste à Mumbai. Et je suis désolé, toutes les références sont en bas et sont cachées par le bandeau, je suis désolé. Mais je vous enverrai le diaporama. Alors, ces modèles compartimentaux sont largement majoritaires dans la littérature, sont très utiles parce que finalement assez faciles à implémenter. On pose une problématique, on a des données, des séries temporelles, on définit des compartiments où on considère que l'ensemble des individus sont homogènes d'un point de vue clinico-épidémiologique. Et puis, on réalise des projections selon des méthodes d'équations différentielles ordinaires, dérivées partielles, stochastiques ou des simulations. Une pré-publication projective qui a eu énormément d'impact est celle de l'équipe d'Imperial College, la veille du premier confinement en France. À l'époque, aucune équipe n'osait faire de simulation sur une durée aussi longue, puisque c'est presque 2 ans, jusqu'en décembre 2021. Il montre, en absence de vaccins et de variants, qu'il y a un potentiel de 7 vagues au Royaume-Uni. En vrai, il y en aura 6. Alors qu'à l'époque, en France, les spécialistes étaient partagés sur l'existence d'une deuxième vague. Donc en mars 2020, la situation, vous la connaissez bien. Dans l'équipe, celles et ceux qui voulaient travailler sur le coronavirus, nous avions des réunions quotidiennes. Et les questions qui m'ont intéressé le plus étaient les suivantes, à savoir quand est-ce que le pic hospitalier sera atteint, avec quelle hauteur. Il fallait développer des modèles sur mesure pour quantifier en temps réel la circulation du SARS-CoV-2. Quand est-ce qu'on pourra confiner? Comment gérer l'après? Estimer des taux d'attaque, explorer des mesures alternatives. On pensait déjà, c'était une des spécialités de l'équipe,
de surveiller l'évolution virale. Et on s'est rendu compte, en voyant dans les médias, en étant en contact, pardon, en étant au contact des médias et, et des décideurs, finalement, qu'il y avait un manque d'acculturation, un problème aussi vis-à-vis de ces approches populationnelles des maladies infectieuses. Alors, il a fallu mener ces travaux et l'approche suivie est la suivante. Évidemment, les seules données fiables à ce moment-là étaient les données hospitalières. Mais si on voulait prévoir les données, on va dire les trajectoires hospitalières, il fallait d'abord reconstruire l'épidémie, c'est-à-dire aller des données hospitalières vers la prévalence et le nombre de reproductions inconnues à l'époque. Donc, faire cette rétro-inférence de ce qui se passe en communauté pour ensuite projeter la dynamique hospitalière dans le futur. Mais en absence d'estimation locale récente des paramètres clés avec des processus concurrents qui s'ajoutent, la vaccination, les variants, distribution jointe, des incertitudes qui est inconnue avec des problèmes d'identifiabilité, eh bien, dans ce contexte extrêmement changeant, une robustesse future est préférable à un ajustement présent. Et donc, nous avons choisi, en tout cas, je me suis lancé dans une modélisation plutôt parcimonieuse, plutôt simple, avec en particulier une propriété qui maintenant est devenue assez répandue dans la littérature, à savoir une propriété de mémoire, en fait. L'histoire naturelle de la maladie, maintenant, elle est mieux connue, elle est quantifiée avec des probabilités, des densités d'événements qu'on voit, comme on peut le voir ici, n'est pas sans mémoire. Imaginons 10 000 infections à J0 et rien d'autre après. Le nombre moyen en lissant sur l'ensemble des trajectoires possibles d'hospitalisation quotidienne en soins critiques dans un modèle dit markovien, c'est-à-dire en absence de mémoire, tel qu'un SIR simple pourrait produire, aurait cette courbe rouge, avec donc des hospitalisations importantes dès le lendemain de cette infection massive de la cohorte de 10 000 infectés. Alors qu'en vrai, eh bien, dynamique non markovienne, elle est plutôt comme la courbe bleue, avec un effet de mémoire, ici représenté par une loi de Weibull discrétisée. On pourrait prendre un gamma, une log normale, et cet effet de pic qui représente ce qui est nécessaire ici, ce qui était l'enjeu de prévision de l'impact sur les hôpitaux de façon concentrée. Et c'est typiquement ce qu'il fallait faire à ce moment-là, puisque avec un confinement qui supposément avait un effet, eh bien, c'est la cohorte des infectés les 2-3 derniers jours avant le confinement qui allait représenter ce pic-là 14 jours après. Et donc, un formalisme assez facile, et donc qui combine les avantages d'un modèle déterministe, donc en termes de computationnabilité, d'exploration numérique et de distribution empirique des temps de résidence dans les compartiments clinico-épidémiologiques, c'est la dynamique en temps discret, donc des équations récurrentes. Et on a montré que ces admissions en soins critiques et ces de mortalité hospitalière étaient bien mieux ajustées par ce moyen-là qu'avec des modèles avec absence de mémoire, des modèles dits markoviens. Et donc, nous avons produit ce modèle-là dans sa forme plus élaborée avec la vaccination, qui repose essentiellement sur cette formule de force d'infection. Alors, nous sommes en temps discret, c'est pour ça que c'est un peu moins intuitif. Cette force d'infection stratifiée en âge, elle est informée par le nombre de reproductions de base estimé au tout début, des avantages de transmissibilité déduits des RT-PCR de criblage fournis en particulier par le laboratoire Cerba, des ratios de contact infectieux qui sont estimés en fonction de là où on se place dans le temps, en particulier donc des valeurs postulées pour le futur, c'est là où réside le scénario. Et cet ajustement, il a permis d'avoir une bonne estimation du début de la première vague entre le 18 et le 28 janvier 2020, une estimation du nombre de reproductions de base entre 2,6 et 3,4, intervalle de confiance à 95%. On a montré aussi que le confinement l'avait divisé par 4. Alors tous ces résultats, ils datent du mois de mai 2020, juste à la fin du premier confinement.
aussi que moins de 5% de la population française a été infectée par cette première vague. Une fois que le modèle est bien ajusté, on peut réaliser des contrefactuels, c'est-à-dire des scénarios de mesures alternatives. On a montré ainsi qu'un confinement retardé d'une semaine aurait conduit à plus de 45 000 décès supplémentaires. Et aussi, suivant la démarche de l'Imperial College, que si on avait des confinements fréquents qui étaient instaurés par une activité hospitalière critique définie, eh bien, que différer une reprise épidémique ne fait qu'alourdir l'impact hospitalier sans réduire la durée totale des restrictions. En fait, ce que vous gagnez dans l'attente, vous le perdez pour déconfiner, mais entre-temps, vous avez juste accumulé de la mortalité, de la morbidité. D'autres résultats que je ne vous présente pas ici portent sur des contrôles purement périodiques, indépendamment d'indicateurs. On a montré qu'ils étaient plus efficaces quand la fréquence d'alternance était élevée, ou aussi si on faisait des contrôles âge spécifiques, que le bénéfice était très marginal. L'approche contrefactuelle permet aussi d'essayer d'estimer l'effectivité de la vaccination donc en vie réelle. On avait montré qu'entre 8 et 14 décès avaient été évités pour 10 000 vaccinations dans les 9 premiers mois de la campagne en France. Il y avait aussi estimé à cette occasion une réduction, assez difficile à estimer pareil, une réduction de la transmission secondaire par le vaccin, au moins initialement, entre 32 et 55%. Les projections que le modèle a pu fournir, eh bien, il y en a eu à plusieurs reprises, en particulier entre septembre 2020 et septembre 2021. À chaque fois, nous avions produit entre 2 et 3 scénarios, essentiellement, et on a montré que pour le meilleur scénario à chaque fois, et encore fallait-il avoir des arguments pour le choisir, eh bien que l'activité Covid en soins critiques pouvait être bien anticipée avec 5 semaines d'avance. Côté virologie, et là j'en profite pour remercier celles et ceux qui ont participé, qui ont collaboré. En fait, nous on a juste fait les analyses statistiques, mais Sonia Burel ici, tous les membres de l'équipe Cerba, partie représentée, et aussi la virologie du CHU de Montpellier, puisque très vite l'épidémiologie devient évolutive avec ces nouveaux variants qui pouvaient être détectés par des PCR de criblage ciblant certaines mutations, les mutations clés parfois partagées, donc montrant une certaine convergence évolutive. Et cela a permis, puisque c'est plus réactif, plus précoce que le séquençage, qui présente plus de délai, de caractériser la première circulation, caractériser d'un point de vue spatio-temporel, la circulation des premiers variants, alpha, bêta, gamma, et aussi d'un point de vue un peu plus fondamental, en utilisant les valeurs de CT, mettre en évidence une productivité accrue de ces infections-là par les variants. Mais en notant, faisant une petite note dans ce journal, que ces niveaux-là détectés par les CT ne représentent pas vraiment une charge virale en soi. On ne peut pas exactement faire de bijection entre les deux. Alors, connaissant une fréquence essentiellement grâce au criblage, mais on peut aussi effectuer cela sur le séquençage d'un nouveau type viral, variant ou sous-variant, en lignée, on peut calculer un avantage relatif de transmissibilité en utilisant deux équations, ici combinées, l'équation d'Euler-Lotka et l'équation du réplicateur, qui dérive d'un modèle SIS à deux types ou bien de la génétique des populations. Donc, on a le temps de génération, l'intervalle sériel, l'incidence et la fréquence typique incidente. Ainsi, nous avons pu faire la première estimation de l'avantage de transmissibilité du variant Delta en France grâce au laboratoire Cerba, et aussi plus tard l'anticipation d'un moindre impact hospitalier de la vague Omicron BA2, même si ce dernier avait un avantage de transmissibilité de 50% par rapport à BA1, et ce dans un contexte de relâchement généralisé des gestes barrières. Les questions auxquelles la modélisation peut répondre sont multiples. Il n'y a pas que le côté projectif, des choses plus de court terme, la prédiction, un lien entre les CT et les RT lorsqu'on dispose d'énormément de données, une description que l'on peut faire par des méthodes, par exemple, de phylodynamique, des conjectures, donc la question du confinement, le temps jusqu'à l'élimination, et on va dire des preuves de concept, par exemple avec le logiciel Epidemap développé par Olivier Thomine dont je vais parler, qui essaye d'estimer, de comprendre en fait le temps d'importation de l'épidémie en fonction de la distance à l'origine de cette dernière.
bien aussi des comparaisons, par exemple, d'avantages de transmissibilité en fonction de la démographie, puisqu'il y a des effets intra-hautes qui dépendent de l'âge, et comme la pyramide des âges varie entre les pays, l'avantage de transmissibilité peut être différent entre les pays, en moyenne. Donc ces travaux, ils s'inscrivent dans cette chronologie, et il y a des travaux scientifiques, mais il n'y a pas que ça. Et concernant l'aspect expertise, vulgarisation, très vite, et ça c'est à l'initiative de Samuel Lison, il y a un site qui est mis en ligne, accessible à tous dès le mois de mars 2020, avec des rapports, des notes fréquents, plutôt méthodologiques, et ensuite l'explicitation grand public de nos travaux, et surtout des logiciels Covidsi mis en ligne dès le 6 avril 2020, avec parfois un usage qui a été détourné. Il y a même des plannings de garde qui ont été faits en utilisant ce logiciel, ce qu'il ne fallait absolument pas faire. Et une version plus élaborée, Covidici, puisque stratifiée au niveau départemental. Ensuite, ces logiciels ont été référencés par data.gouv et utilisés. On a fait une évaluation rétrospective récemment. Ça, c'est le travail d'Alexander Massé. Je passe sur ça pour aller vite. On a montré que ça faisait moins bien que le machine learning, mais c'était un très bon compromis en termes de sensibilité et de spécificité lorsque l'on considère l'anticipation en soins critiques, c'est-à-dire fausse alerte en termes de fausse alerte et en termes de fausse non-alerte. Des expertises régionales, développement par Corentin Boinec de Covimpact pour l'ARS PACA, essayant d'estimer à l'été 2021 l'impact hospitalier résiduel du Covid en fonction des scénarios de vaccination. Au niveau du CHU de Montpellier, au cœur des vagues, des projections hebdomadaires, départementales et régionales pour la cellule de pilotage et l'estimation, je pense, première en France de la violence relative du variant Omicron BA1, mais uniquement sur des patients montpelliérains. Au niveau national, donc une synthèse bibliographique sur la transmission aéroportée pour l'ANSES. Au niveau de la HAS, une audition au lendemain de l'annonce du pass sanitaire pour essayer d'estimer l'impact sur l'activité hospitalière. Un rapport interne à Santé publique France au moment du déremboursement des dépistages dits de confort, allant des auditions par l'Office parlementaire sur la suite de la pandémie, en particulier des considérations évolutives, comme quoi l'évolution ne tend pas forcément vers la virulence. Et puis, il y a la diffusion scientifique, les médias, des chapitres d'ouvrages collectifs, des conférences sanitaires pour des sociétés savantes, des articles pour The Conversation et plus de 1200 interventions médiatiques. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les perspectives de recherche. Alors, l'igiochrysologie, évidemment, c'est un mot qui n'existe pas, mais si j'invente pas des mots lors de ma soutenance d'HDR, je le ferai jamais. Alors, les deux étymons, en fait, veut dire c'est l'étude des crises sanitaires. Et je pense que il me fallait un mot pour donner un chapeau aux trois projets que je vais vous présenter qui agrègent ces trois projets, ce programme de recherche. Alors, l'igiochrysologie, en fait, cette idée m'est venue en réfléchissant au fait que les maladies infectieuses sont quelque part le sujet dont un maximum de professions, disciplines scientifiques et médicales, et aussi les sciences humaines et sociales, évidemment, ont droit au chapitre, ont une légitimité, ont quelque chose à dire. Finalement, c'est un sujet qui est extrêmement écuménique et il manque finalement un cadre pour penser ces maladies infectieuses de leur émergence à leur gestion. Alors j'ai indiqué, donc j'ai placé ces disciplines dans un repère d'échelle spatio-temporelle au niveau d'organisation et sur un focus, disons, du plus naturel à gauche au plus formalisé à droite. Et on voit un arc de santé publique et j'ai indiqué les préventions aussi. En bleu, les disciplines, les champs qui ont une tradition quantitative, une certaine acculturation. En gris, les liens importants entre ces champs, il en existe d'autres, mais ceux qui me sont venus à l'idée, et en focus, la décision. Et on voit que, eh bien, lorsqu'il y a une nécessité de prendre
des décisions de façon éclairée, donc de façon quantifiée en utilisant les méthodes statistiques, par exemple, pour essayer d'estimer l'incertitude, eh bien, la décision, son rapport avec la discipline quantitative la plus proche, c'est l'économie seulement. Et ce n'est pas forcément le plus souhaitable. Donc, il manque quelque chose. Pour penser les maladies infectieuses à grande échelle, il y a le concept de One Health. Mais ce concept One Health, finalement, il se situe très en amont. Il est dans l'émergence. Une fois que le pathogène se distribue, eh bien, quelle est l'articulation avec la décision? La santé environnementale, la santé animale est peut-être moins prégnante à ce moment-là, mais des considérations, ne serait-ce que de communication ou d'anthropologie, mais aussi de biophysique, doivent être incluses. Et donc, c'est pour ça que, en complémentarité de One Health, il pourrait y avoir ici une place pour ce champ d'études des crises sanitaires et même en aval de l'émergence ou de la réémergence. Alors, ces 3 projets sont les suivants. Une étude des viroses respiratoires. Alors, en 2024, on peut parler de syndémie, de co-circulation de virus, donc en particulier, au-delà du SARS-CoV-2, de la grippe, métapneumovirus, des rhinovirus, virus respiratoire syncytial qui causent des bronchiolites. Un nouveau contexte de surveillance, il n'y a plus les bases de données CIDEP, CIVIC, l'évolution virale qui n'est plus si stéréotypée que cela. Donc ça pour le SARS-CoV-2. Des tensions hospitalières localisées, avec un système de santé qui sort éprouvé de ces 4 années. Une hétérogénéité spatiale, il y a écrit une hétérogénéité spatiale en dessous, qui est encore mal comprise. Ici, la fraction de décès Covid depuis la base civique rapportée donc à la population. Et on voit donc une forte disparité qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, en tout cas à prévoir. Une fatigue pandémique qui induit une baisse des gestes barrières et de la vaccination. La campagne de cette année l'a montré. Et puis, ce que j'ai indiqué en bas, l'interférence virale. Énormément de questions, que ce soit au niveau intra-hôte, au niveau inter-hôte, directement, indirectement, eh bien, comment cette co-circulation façonne les épidémies de ces viroses respiratoires mutuellement. Pour y parvenir, on peut utiliser des leviers méthodologiques. Donc, Epidemap, développé par Olivier Thomine, par exemple, donc, qui modélise, c'est une simulation individu centrée, les 67-68 millions de Français de façon explicitement spatialisée à travers une extraction de la base OpenStreetMap, donc dans les bâtiments, qui a pu montrer dans un premier article déjà l'écart au modèle non spatialisé. Et le modèle que j'ai développé pendant ma thèse d'infection multiple, que j'ai appelé SIR puissance 2, puissance n-1, avec un couplage qui permet d'approcher les aspects d'interférence virale entre la dynamique intra-hôte et la dynamique inter-hôte. Alors l'idée est la suivante, puisque maintenant il y a une grande diversité de données de surveillance hétérogènes, des données en médecine de premier recours, Sentinelle, SOS Médecins, Relab, des bases de données plus en aval, côté hospitalier, au secours, rénal, les réanimations, Sentinelle. Aussi des indicateurs d'eau usée, mais là c'est spécifique au SARS-CoV-2, et la surveillance génomique qui continue émergène. Donc là, il y a une diversité de bases de données qu'il va falloir agréger. On ne peut plus se focaliser uniquement sur un seul virus, et ces surveillances sont syndromiques, elles sont parcellaires, elles peuvent être biaisées. Il va falloir les intégrer dans une matrice de modélisation commune, qui peut intégrer donc des aspects de machine learning, des autorégressions temporelles, mais aussi du deep learning avec des réseaux neuronaux récurrents pour produire des prédicteurs de séries temporelles multivariées, pour avoir une régression de cette incidence hospitalière via les eaux usées, parce que c'est un peu ce qui manque encore à cet indicateur, et aussi poursuivre la surveillance de l'évolution virale, au moins du SARS-CoV-2, en quantifiant le phénotype de ces nouvelles lignées. Il y aura un... Alors, je parle d'un projet qui n'est absolument pas financé. Ça, c'est un vœu pieux. Un volet local avec partenariat avec une entreprise de Montpellier sur la surveillance des eaux usées
et les deux CHU, Montpellier et Nîmes, pour faire cette régression au niveau local, essayer d'estimer aussi la virulence, et informer ces deux modèles présentés. Le modèle SIR multipathogène, essayer de caractériser cette syndémie au niveau communautaire, mais aussi côté hospitalier avec Covid ici. Évidemment, il faudra corriger la dynamique spatiale et circonstancielle avec des interventions donc des analyses rétrospectives sur les bases de données Covid et en temps réel en utilisant Epidemap, en utilisant des données de l'ARS Occitanie, SORMAS, pour avoir une correction phénoménologique du taux de transmission. Et enfin, ça permettra, ce qui est écrit en bas, une quantification des interférences virales, une question plutôt fondamentale, et des prévisions, projections, aide à la décision côté appliqué qu'on pourra envoyer à Respicast de l'ECDC. Un deuxième projet, beaucoup plus hospitalier, les besoins futurs en soins critiques. Alors, les tendances en soins critiques, elles ont été analysées avec Jean-Yves Lefranc, Nicolas Boulet, moi-même et d'autres. Cet article a montré que avec les données du PMSI, qu'il y a une augmentation des admissions, une augmentation de l'occupation hospitalière et de la gravité des patients en soins critiques, et une baisse des données de séjour, une baisse de la durée de séjour. Pardon, je m'assois, je suis un peu... et une baisse de la fatalité aussi. La crise Covid a montré l'enjeu qu'il y a au niveau de l'occupation de ces services de soins critiques, une risque de saturation et l'impact sur la prise en charge des patients. Au pic, leur fonctionnement n'a pu être sauvegardé qu'au prix de réorganisation hospitalière. Et on sait qu'il y aura un vieillissement de la population qui va amplifier les facteurs de risque, la pression chronique aiguë sur ces soins critiques et comment l'anticiper avec les projections démographiques. L'analyse spatio-temporelle du PMSI permettra donc de faire un bilan sur ces questions on va dire, sur le passé, et le couplage avec les projections démographiques permettra de mieux anticiper à un horizon de 20 à 30 ans la distribution de ces facteurs de risque. Et on pourra faire des modélisations d'un service virtuel de soins critiques en régime de crise pour mieux préparer le système à ces futures crises sanitaires. Et enfin, le projet, on va dire, le plus distal, il se repose sur une incitation qui a été formulée par l'OMS déjà en 2018, qui a listé l'ensemble des pathogènes d'intérêt pandémique, prioritaire, essentiellement que des virus en fait. Et à la fin, cette maladie X, qui ne représente pas en soi une entité bien définie, est une incitation à la communauté biomédicale de se préparer à cette maladie inconnue. Ça date de 2018 et la maladie X est toujours présente, elle est renouvelée lors des mises à jour de cette liste. Alors, elle a donné évidemment lieu à une certaine angoisse mondiale. Elle a fait le miel de la complosphère, y compris des jeux vidéo. C'est fou que les entreprises de jeux vidéo aient des financements et moins les chercheurs. Mais heureusement, il y a des avis éclairés sur le sujet. Et il faut dire quand même que l'essentiel de la production sur le pathogène X et la maladie X relève de l'organisation opérationnelle de développement vaccinaux. Mais il manque quelque chose d'un point de vue microbiologique. Et donc, c'est microbiologique et épidémiologique. C'est la vocation, en fait, c'est de savoir quelle est la meilleure façon, d'un point de vue temporel et méthodologique, d'estimer les paramètres clés que sont la distribution de la contagiosité individuelle, la proportion d'asymptomatiques, la virulence, et de placer très rapidement dans ce repère contagiosité, sévérité, et aussi de pouvoir déterminer quel est le mode de transmission principal de ce nouveau pathogène, tout en sachant que les premières estimations sont biaisées. Comme ici, j'ai indiqué les estimations de la période d'incubation moyenne
au fur et à mesure que le temps avançait en 2020 entre les prépublications et les publications. Et on voit donc qu'il y a en fait une sous-estimation initiale, et ça change complètement la donne en termes de fraction de transmission que l'on peut prévenir au moyen de méthodes comme la quarantaine. Et donc, l'aspect microbiologique et épidémiologique que nous souhaitions investiguer avec Sonia Burel, désormais à Bordeaux, dans le cadre d'un projet un peu plus ambitieux, Préfixe, qui avait été soumis sans succès au PEPR et milieu de la NRS l'an dernier, était le suivant. La question était de savoir eh bien, à quoi devons-nous nous préparer, sur quelles caractéristiques clés nous devons nous focaliser et quelle est une bonne définition opérationnelle du pathogénique. Ce n'est pas uniquement l'idée d'avoir, on va dire, un terme fourre-tout, il va falloir le définir concrètement en utilisant les avis d'experts, de sociétés savantes, tout en ayant conscience qu'au début, eh bien, les estimations de ces paramètres clés, en tout cas pour les traits quantitatifs, sont forcément biaisées. Donc, il va falloir les corriger. On regarde ça sur les précédentes épidémies, précédentes maladies émergentes. Et enfin, essayer de fournir un cadre de travail, un outil qui permette d'étiqueter rapidement un pathogène comme un pathogène X, en utilisant bien sûr les résultats des autres tâches et des autres work packages de ce projet Préfixe. En utilisant aussi les informations de sociétés savantes comme la SFAR pour ce qui est du risque hospitalier. Et on pourra faire une validation croisée sur les premières données mises à disposition pour le SARS-CoV-2 et Mpox. Bon, je vais abréger. Par exemple, un exemple de mesures qui pourraient être mises en place pour estimer rapidement le potentiel impact sanitaire. Et donc, si ces projets sont financés, ils permettront de consolider, voire de créer de nouveaux ponts quantitatifs, transdisciplinaires, pour l'aide à la décision dans le cas d'une nouvelle crise sanitaire. Et je les ai indiqués ici dans ce champ vers la droite, essayer de mieux relier toutes ces disciplines. Et bien sûr, les données hétérogènes qui apparaîtront à ce moment-là. Alors, je laisserai le mot de conclusion, parce qu'il n'y en a pas vraiment, à Claude Bernard, à qui on attribue souvent une réticence du milieu biomédical français aux approches quantitatives. Il disait l'équation générale est impossible pour le moment, l'étude qualitative des phénomènes devant nécessairement précéder leur étude quantitative. Mais il disait bien que c'est par l'application mathématique et par elle seule que dans la suite la science se constituera. Alors, il a peut-être encore raison aujourd'hui pour ce qui est de la physiologie et de la physiopathologie, mais pour ce qui est de la santé publique, peut-être que le moment est arrivé eh bien, de dépasser finalement cette réticence. En tout cas, j'espère avoir montré quelques éléments en faveur de cette transition. Et enfin, un dernier mot sur cette vue de Timișoara en Roumanie, non loin d'où exerçaient mes grands-parents. Cette colonne de peste, elle témoigne d'une époque pas si lointaine où la prière était l'un des principaux moyens de lutte contre les maladies infectieuses. Et où la divinité expliquait le début et la fin des épidémies, et on la remercie en érigeant ce type de monument qu'on peut voir en Europe centrale. Alors ces travaux, j'essaie de les inscrire dans cette démarche qui consiste à mettre en œuvre, à mobiliser l'ensemble des moyens techniques et scientifiques pour justement s'affranchir le plus possible des superstitions, des mauvaises intuitions, des fausses nouvelles qui empoisonnent la prise de décision et limiter aussi l'impact de ces épisodes qui nous mettent à l'épreuve collectivement. Et donc, à mon tour, je vous remercie pour votre écoute, et si vous êtes ici ou en ligne, c'est que quelque part, de près ou de loin, vous avez contribué au contenu de cette présentation. Je l'estime énormément. Merci.